Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au LFI, merci monsieur le chef d'établissement pour l'accueil. J'ai évidemment toujours un immense plaisir à revenir ici. Hong Kong est une ville de cœur et comme j'ai passé 10 ans à travailler au LFI entre 2007 et 2017, évidemment ça représente la moitié de ma vie active presque. Voilà, j'ai toujours un immense plaisir à revenir ici. Hier j'ai passé 2 heures avec les élèves de terminale à parler de la France libre, mais surtout une deuxième heure que j'ai trouvée très très riche de débat autour du rôle social de l'historien et du débat de la différence entre histoire et mémoire. Et j'avoue que j'ai eu plaisir à retrouver encore la vivacité des élèves du LFI. Depuis, évidemment, j'ai quitté le secondaire et donc je n'ai que très peu souvent l'opportunité de retrouver des élèves de lycée, et donc c'est aussi ça qui me fait aussi grand plaisir. Alors aujourd'hui on va parler d'histoire évidemment, ça c'est ma spécialité, mais on va parler d'histoire d'une école. Ce qui, vous allez voir, n'est pas forcément un exercice aisé. On va voir comment se construit une mémoire autour d'un établissement scolaire, qui plus est à l'étranger. Alors, les diapositives sont en anglais, je vais parler en français, et puis si vous avez des questions, on réservera un petit temps à la fin pour que vous puissiez éventuellement m'interroger. Si dans la mesure de mes capacités, je suis en mesure de vous répondre, ce sera avec grand plaisir. Le fait est que je vais vraiment me concentrer sur vraiment la période la plus ancienne, sur la genèse de l'établissement, sur vraiment une période que je pense qu'ici, les mémoires ne disposent pas, il n'y a pas de mémoire vivante ici de cette période. Évidemment, les 10, 15, voire même 20 dernières années, je passerai assez rapidement à la fin dessus, parce que vous les connaissez, vous en êtes les actrices et les acteurs, et je n'ai rien à vous apprendre sur le sujet, bien entendu. Alors, évidemment, comme M. Bonin le disait, lors des 50 ans de l'établissement, le comité exécutif de l'époque m'a demandé de faire cet ouvrage, et très honnêtement, j'ai sorti quelques ouvrages depuis, beaucoup d'articles académiques. S'il y a un travail dont je suis très fier, c'est celui-ci. Alors vous allez me dire, c'est pas un travail académique, c'est un petit tirage, c'est même pas une grande maison d'édition, encore que pour moi elle est chère à mon cœur, c'est le LFI, mais c'est un ouvrage qui m'a pris 1 an, dans lequel j'ai mis un mélange à la fois d'histoire institutionnelle et d'histoire orale, de mélange de la petite histoire des enfants, des parents, des enseignants, des membres de la communauté scolaire, et de la grande histoire, entre guillemets, dans laquelle ce LFI s'est retrouvé parfois témoin, voire même acteur, vous allez le voir tout à l'heure également. Et c'est vrai que l'alternance de ces pages, les recherches en archives, et je vais vous montrer ce que ça a nécessité comme recherche en archives, j'ai passé un été entier, l'année qui a précédé l'édition, à aller visiter d'anciennes familles du LFI qui étaient revenues en France depuis 20 ans, 30 ans. Donc j'ai beaucoup voyagé en train cet été-là pour aller dans les archives, interroger les gens, et j'en garde un très très bon souvenir que je vais essayer de partager avec vous maintenant. Alors, déjà on va commencer par parler de histoire et mémoire. Effectivement, nous avons fêté les 50 ans en 2014. Nous fêtons les 60 ans en 2023. Moi, je propose de fêter les 70 ans en 2032. Dans tous les cas, c'est possible. Dans tous les cas, c'est possible. Vous allez voir que, en fait, les 50 ans, 1964, c'est le moment où l'établissement a eu ses premières salles de classe. Donc là, ça veut dire que c'est jamais anodin. Ça veut dire que dans l'esprit de l'institution à l'époque, ce qui était important, c'est le bâtiment, c'est l'école en elle-même. 1963, c'est plutôt l'année où on a des personnels dévoués, dédiés à l'enseignement. Donc là, on met vraiment l'enseignant au cœur de l'établissement. Évidemment, petite préférence pour cette version-là. Donc c'est les 60 ans en 2023. Et puis, 1962, on pourrait tout à fait choisir cette date si on souhaitait mettre les parents acteurs de la communauté scolaire en avant. C'est-à-dire que 1962, c'est la date à laquelle a été fondée l'association de parents qui va ensuite créer l'établissement scolaire. Donc en fait, on peut toujours justifier. C'est ça la différence entre histoire et mémoire. Moi, en tant qu'historien, je réunis des archives, je réunis des faits, je réunis des informations que je traite. Après, l'institution dit, c'est cette année-là que je dois mettre en valeur mon institution et je choisis cette date. C'est la différence entre l'histoire en tant que science et la mémoire en tant que
outil collectif pour réunir une société. Voilà. Et après tout, il n'y a pas de mal de se réunir plus souvent en profitant des anniversaires. Donc vous voyez, il y a l'anniversaire institutionnel et puis il y a le travail académique. Et en fait, j'ai vraiment voulu, dans cet ouvrage, si un jour vous avez l'occasion de le feuilleter, mettre des éléments qui sont d'ordre aussi académique dans l'analyse de la croissance du lycée français. Et je vais essayer d'y revenir petit à petit. Donc vous avez les deux logos, hein, donc les 50 ans et puis les 60 ans. J'attends les 70 ans, les 75 ans peut-être. Des fois on fait plutôt les 75 ans. Alors, déjà, la première partie de cette conférence va être liée à comment faire l'histoire, quelles archives interroger. D'abord, il y a des archives publiques. Les archives publiques, on a des soucis de communicabilité. C'est-à-dire que vous savez que les archives en France, et c'est pareil d'ailleurs au Royaume-Uni, elles ne sont pas communicables sous 50 ans, quand elles sont neutres. Si après il y a des affaires de vie privée, c'est plutôt 75 ans, et s'il y a des affaires dites médicales, ce qui dans notre cas n'est pas pertinent, ça peut être 120 ans après l'émission des documents. Donc quand vous allez dans les archives publiques et que vous demandez des archives sur un lycée qui n'a que 50 ans, quand j'ai pratiqué ces recherches, eh bien vous vous heurtez à des documents, vous voyez les cartons dans les inventaires, mais vous n'avez pas accès à ces cartons. Donc celui ou celle qui fera l'histoire des 100 ans de l'école aura accès à des informations que je n'ai malheureusement pas pu consulter. C'est le cas dans les archives de l'AEFE. Alors l'AEFE a déménagé récemment, mais ils sont dans la banlieue sud de Paris maintenant, je crois, ou dans le... Ils sont où d'ailleurs maintenant, je ne sais plus où est l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Vous avez à Kwintong les archives du gouvernement. Vous avez les archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, magnifique bâtiment d'archives. C'est là que j'ai trouvé pas mal de documents, comme celui-ci par exemple. Et puis vous avez les archives du LFI qui étaient classées par ordre d'anarchie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ces recherches, heureusement Alice O, que je salue et que je remercie toujours, m'a considérablement aidé. Elle s'est mise également dans les archives avec moi à cette époque-là. Et ensemble, en fait, on a trié, on a fait un travail qui aurait dû être fait depuis longtemps, soit dit en passant. Il faut préserver sa mémoire, et c'est important. Et on a trouvé des documents essentiellement après 1979, rien dans l'enceinte de l'établissement avant 1979. Et c'était vraiment institutionnel, c'était pas trié, donc c'était assez compliqué de se repérer. On a retrouvé des enveloppes des années 80, des enveloppes entières avec des bulletins de vote du COMEX. Mais par contre, les délibérations du COMEX n'existaient pas. Voilà, donc des choses un peu étonnantes de cette façon. Voilà. Alors, évidemment, une des sources principales, mais qui est une source multiple, ce sont les archives privées. Elles sont plus difficiles d'accès, elles sont plus difficiles à analyser. Là, il a fallu vraiment que je sortais au moment de l'écriture de ce livre, de l'écriture d'un autre ouvrage qui est là-bas, là, sur les Hong Kong présences françaises, qui est le gros livre que j'ai dirigé sur vraiment l'ensemble des présences françaises. Donc j'avais tissé un réseau de gens qui m'ont dit ah bah, si vous vous attaquez à ça, je connais un tel qui était élève ici dans les années 60, ah mon père était consul ici, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Arnaud Julienne, que certains connaissent ici, dont le père était diplomate et dont Arnaud Julienne a été un des élèves dans les années 70 du lycée français, accès à des vidéos, accès à des archives privées. Vous voyez, c'était pas simple d'accès. Alors ces archives privées, eh bien, soit ce sont des témoignages oraux, j'ai interrogé énormément d'anciens élèves, anciens profs, anciens proviseurs, etc. etc. C'est très subjectif, et vous verrez qu'à certaines périodes, la vie du lycée français n'a pas été tout repos et a parfois été un peu tendue. Donc j'avais des témoignages parfois un peu contradictoires, c'était intéressant à étudier. Et puis, le propre des témoignages oraux, c'est que les gens font n'importe quoi avec les dates. Mais c'est normal, c'est tout naturel. Si vous avez une cinquantaine, une soixantaine d'années et que je vous fais fouiller, gratter dans votre mémoire vos souvenirs d'enfance quand vous aviez 6, 7 ou 8 ans, un événement qui est arrivé quand vous avez 8 ans, pour vous, la différence entre quand vous aviez 6 ans ou 10 ans, ça fait pas de différence en fait. Donc les gens ont beaucoup de problèmes et c'est tout à fait naturel. Donc c'était mon travail ensuite de recouper et de voir si le témoignage était bien, collait bien aux bonnes dates. Et puis il y a les documents écrits qui sont rares en fait parce que, alors ça je le dis à tous les parents d'élèves, gardez les affaires de vos enfants, les bulletins de notes, les carnets de correspondance. Déjà, ça leur fera plaisir quand ils auront 40 ou 50 ans. Et puis ça fait des très beaux documents parfois.
Alors vous avez les carnets de notes comme ça, ça c'est un carnet de notes des années 70, et encore plus beau. Alors moi j'ai adoré feuilleter, même si historiquement ça n'a que très peu d'intérêt. Hein. Mais voilà, des carnets de départ, ça se faisait beaucoup dans les années 70, comme la communauté française circulait très vite, eh bien les instituteurs, les institutrices, faisaient des carnets de départ, ce qu'on appelait les carnets de départ, c'est une sorte de livre d'or qu'on faisait à l'enfant qui partait. Donc là, a priori, il y avait un amour brisé. Hein. Donc Jean-Christophe et Sandrine se sont revus longtemps après, mais il n'y a jamais rien eu. Donc voilà, j'ai rencontré Jean-Christophe Menant, qui était élève ici en 74. Et donc voilà, ça c'est des témoignages. Lui, il a retrouvé ça grâce à ses parents. C'est-à-dire que quand j'ai fait la recherche et que je suis tombé sur ses parents ont exhumé ça, il n'était pas encore au courant. Donc en fait, il a découvert ça avec moi, il ne s'en souvenait plus. Alors, sur les difficultés, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, mais bon, il y a quand même des difficultés méthodologiques qui sont intéressantes à souligner. D'abord, un des problèmes du lycée français, c'est qu'il y a eu quand même 14 lieux, donc 14 déménagements, parfois une fois par an. Donc, c'est compliqué de tracer les lieux et de savoir exactement quand est-ce que ça s'est passé, surtout au tout début. Il fallait identifier les gens. J'ai tenu, et je pense que c'est très important, à donner la parole à tous les membres de la communauté scolaire, évidemment les élèves, les parents, les enseignants, mais aussi les membres du personnel administratif, qui ont joué parfois un rôle important parce que certains membres du personnel administratif sont restés 25 ans au service de l'école et étaient connus et archi connus de la part des élèves et des parents et des profs. Donc, c'est des membres importants. Et évidemment, l'important c'était aussi de donner la parole aux enfants parce qu'une école, c'est avant tout les enfants. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans cet ouvrage, si vous avez l'occasion, et c'est ce que je vais essayer de faire aussi encore un peu aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'historiographie, eh bien, il y a un historien que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Vauvel qui a dit que l'histoire devait être aussi parfois faite d'une approche impressionniste. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu être absolument rigoureux en tenant compte à chaque fois de tous les éléments administratifs. J'ai éludé certaines parties au profit d'une mosaïque de portraits qui, je l'espère, sont représentatifs de l'esprit de l'école. Ce n'est pas une thèse de doctorat, c'est vraiment un livre et une présentation que je vais vous faire aujourd'hui qui est censée aussi nous rappeler les bons moments qu'a été la construction de cette école. Voilà. Alors, le poids du présent est toujours important. Hein. Un autre historien, les historiens aiment bien se citer entre eux, il faut élucider les raisons de sa curiosité. Oui, ce travail il a été fait dans un cadre institutionnel, c'est-à-dire que c'est une commande d'une institution. Donc ça veut dire que ce n'est pas un travail académique, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir une complète liberté à l'époque pour dire tout ce qui s'était passé au sein de l'école, même les moments un peu tendus. Je vais vous parler tout à l'heure de moments tendus, et vous savez, certains qui sont là depuis peu de temps, même savent qu'il y a eu des moments tendus dans cette école. Et puis, voilà, j'y ai mis aussi un peu de ma personne. J'étais enseignant, donc à la fois juge et partie dans un certain nombre de domaines. Vous verrez à un moment donné, je vais peut-être me laisser aller à quelques commentaires, qui j'espère pas trop déplacés. Voilà. Alors, déjà, première chose, comment étions-nous scolarisés avant qu'il y ait un lycée français? C'est quand même important de savoir comment les petits Français allaient-ils à l'école avant qu'il y ait un lycée français. Eh bien, la réponse, elle est double, voire peut-être quasiment triple. Il y avait en premier lieu des précepteurs, c'est-à-dire que les familles riches françaises avaient des précepteurs. Alors, vous avez ici par exemple René et Yvonne, que j'ai eu la chance d'interroger en 2010, qui sont nés à Hong Kong. Bon, ils me racontaient que quand ils étaient petits, donc en général jusqu'à l'âge de 12 ans, eh bien, tous les enfants autour d'eux avaient des précepteurs. Donc en général, on avait plusieurs précepteurs d'ailleurs, un pour la musique, un pour les cours de français, un pour les cours de maths, on s'les échangeait. On avait évidemment l'AMA. L'AMA n'est pas dans l'éducation au sens pédagogique du terme. En revanche, vous pouvez lire tous les récits de la vie de Hong Kong avant les années 50. Les enfants étaient extrêmement attachés à leur AMA. Aujourd'hui, on parle beaucoup de personnel philippin et indonésien au service des familles. Avant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des AMA, donc ce sont des dames cantonaises qui travaillaient pour les familles locales. Et par exemple, ces deux-là m'ont raconté qu'ils parlaient cantonais
avant de maîtriser bien le français et l'anglais. Et alors, ce qui est formidable, je raconte toujours cette histoire parce que moi ça m'a bluffé, mais René Hall, quand je l'ai rencontré, avait déclenché la maladie d'Alzheimer. Et donc je l'ai enregistré, on discutait, etc. Et il me dit, mais vous savez, hein, je parle encore cantonais. Et donc il avait plus de 80 ans, et il se met à me parler cantonais. Et quand j'ai passé l'enregistrement à un ami cantonais, il m'a dit, c'est marrant, il parle comme un enfant de 8 ans, et il parle cantonais. Donc il avait, vous voyez, encore gardé tout ça en mémoire. Voilà, et après, bon, quand les enfants sont un peu plus grands, on les envoie en Indochine, à Hanoï notamment, dans les lycées, en internat, pour être scolarisés dans le système français. Alors, dans d'autres circonstances, on a aussi les écoles locales quand même. Les écoles locales, vous avez le circuit laïque britannique, qui donne parfois un peu de cours de français. Donc, certaines familles peuvent envoyer leurs enfants dans le circuit local. Mais évidemment, on tient absolument à garder un lien avec la France. Et donc, vous avez le réseau religieux français, avec deux grandes écoles. L'école des Lassalliens, alors l'école Saint-Joseph a fermé depuis, mais le LaSalle College, qui a été ouvert en 1930, existe toujours. C'est un immense établissement très réputé auprès des Hongkongais. Et en fait, c'est là que beaucoup de jeunes Français allaient et étaient scolarisés dans les années 30. Et puis, vous avez l'Anglo-French School, plutôt pour les jeunes filles, évidemment, des Sœurs de Saint-Paul de Chartres à Wan Chai. Donc vous voyez, vous avez quand même un réseau scolaire qui existe, mais qui ne satisfait pas entièrement les parents après la Seconde Guerre mondiale. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai mis deux photos, hein. Ça c'est l'Anglo-French School de Wan Chai, et ça c'est l'inauguration du LaSalle College en 1930. Alors, une autre solution qui est celle qui est privilégiée juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'enseignement à distance. Dès 1947, il existe le CNEPC, donc c'est le Centre National pour l'enseignement par correspondance, qui deviendra CNTE, Centre National de Téléenseignement, puis aujourd'hui le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. Donc ça c'est une invention juste de l'après-guerre, et alors c'est gratuit pour les petits Français, mais le problème c'est qu'il faut payer les frais postaux. La seule chose entre guillemets dont vous devez vous acquitter, ce sont les frais postaux, sachant que j'ai calculé les frais postaux en 1951, pour vous donner plutôt qu'une somme, c'est 18 000 francs, mais ça ne vous dira rien dans 18 000 francs de 1951, sur une année scolaire, c'est 3 mois de salaire d'un cadre moyen en France. Alors, les expatriés dans les années 50 ici ont des salaires bien plus importants, mais bon, quand même, ça fait quand même une sacrée somme pour un enseignement à distance qui est quand même très chaotique. C'est-à-dire que les copines ne sont pas toujours retournées, elles se perdent, bref, c'est un bazar, et très rapidement on s'aperçoit que il faut trouver des meilleures solutions. Donc vous voyez, dès les années 50, on se demande comment on pourrait faire ça, et cette lettre de la directrice, de la rectrice, d'ailleurs de l'inspectrice, pardon, Madame Genest évoque les difficultés à honorer cet enseignement à distance dès les années 50. Le moment déterminant, eh bien, il vient avec deux sociétés françaises. Soletanche en premier, je ne sais pas s'il y a des gens de Soletanche ici, et Dragage ensuite. Alors, il y a encore beaucoup de familles Soletanche et Dragage à Hong Kong. Soletanche arrive en premier pour faire les fondations du barrage de Shek Peak ici. Alors après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques commencent un peu à lâcher la bride pour l'octroi de contrats de travaux publics. Avant, il y avait, en fait, c'est un circuit complètement fermé, il fallait être une entreprise britannique pour avoir un contrat sous un territoire britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français commencent à remporter des appels d'offres, et notamment Dragage et Soletanche, qui ont une forte réputation dans les terrassements et dans les fondations, notamment Bachy-Soletanche après. Et donc le barrage de Shek Peak qui est à Lantau, hein, une très belle randonnée à faire pour celles et ceux, il y a une prison qui est en bas, non enfin, ça c'est pas la partie que je vous conseille de visiter, mais vous pouvez passer par-dessus. Et le barrage de Shek Peak est construit, et là arrivent des ingénieurs qui arrivent avec leur famille, parce que le projet va être long, on pense qu'il va y en avoir pour au moins 7 ans. Et donc en 7 ans, on ne sépare pas les familles. Donc s'installe ici un village, un petit village français, au pied du barrage qui est petit à petit en construction. Et ces familles veulent un enseignement digne de ce nom pour leurs enfants. Vous voyez, beaucoup d'enfants, des jeunes ingénieurs ou moins jeunes,
Et ces enfants, pareil, recommencent les cours à distance, on essaie de mettre en place des précepteurs, ça ne fonctionne pas. Et donc, le 18 juin 1962, eh bien, se crée une association de parents pour mettre la pression sur le consulat. Tout simplement, c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça, il faut se mobiliser pour que les pouvoirs publics comprennent l'intérêt et l'urgence de mettre en place une école. C'est pour ça que l'association naît avant l'école. 1962, association des parents d'élèves. Vous avez, ça vient de Kuntung, des archives du Government Record Service. C'est l'acte de naissance. Alors plein de ratures, hein, mais c'est l'acte de naissance vraiment d'enregistrement de l'association. Ça a été retardé, il y a beaucoup de problèmes, mais les 11 premiers élèves peuvent faire leur entrée en septembre 1963, devant ce qu'on peut bricoler comme enseignant. Mais vous voyez, la première vraie rentrée scolaire, c'est septembre 1963. Alors évidemment, et ça on y reviendra après, ce ne sont que des petits Français. Et de mémoire, 3, ce que j'appelle sujets français, des protégés français, c'est-à-dire des personnes qui sont nées sous le régime colonial français, notamment des Indochinois. Alors depuis 1954, l'Indochine française a été démantelée, mais vous savez que le contexte politique est encore assez houleux, on en parlera après, et ce sont des gens qui sont nés sous le régime colonial, même ces jeunes gens, ces enfants. Ça va avoir une importance pour la suite, vous allez le voir. Donc l'objectif premier, c'est de maintenir un lien avec les programmes scolaires et avec les méthodes scolaires françaises à l'étranger. Et puis évidemment, c'est d'attirer les expatriés en leur disant, voilà, installez votre entreprise à Hong Kong, nous pourrons vous accueillir dans de bonnes conditions grâce au lycée français qui ne fera pas de coupure dans la scolarité de vos enfants. Ça, c'est un argument absolument déterminant, et je crois, si je ne m'abuse, que c'est toujours aujourd'hui un argument important. Alors voilà, c'est comme ça que les choses commencent. Ça commence aussi avec, j'ai mis la bonne volonté et le nomadisme, c'est quand même deux choses qui caractérisent énormément les débuts du lycée français, et ça tient vraiment à des volontés personnelles, 3 femmes notamment, qui ont énormément travaillé pour la création de cet établissement. Les 3 Suzanne, un prénom à la mode dans les années 30, et qu'on retrouve du coup chez ces femmes. Vous avez d'abord Suzanne Souloumiac, qui est vraiment l'initiatrice, c'est celle qui rentre dans le bureau du consul en tempêtant. Elle pouvait se le permettre, c'est une ancienne résistante, elle est la femme du consul des Pays-Bas, mais elle est d'origine française, et elle a un fort caractère qui lui permet, j'ai rencontré son fils, qui me disait qu'il ne fallait pas marcher sur les pieds de maman. Donc a priori, quand elle voulait quelque chose, elle l'avait, et Suzanne Souloumiac, que vous avez ici, a fait pression très fortement pour que ce lycée existe, enfin, cette école à l'époque existe. Ensuite, il vous faut quelqu'un pour administrer au quotidien, c'est-à-dire organiser la partie vraiment très terre-à-terre de l'école. Eh bien, c'est une administratrice, c'est la femme du consul adjoint, c'est Suzanne Aimé. Donc c'est elle qui va commencer à remplir les dossiers, qui va organiser l'enseignement, et puis il vous faut un enseignant. Et la première, c'est Suzanne Hudelot, qui est la femme du directeur de l'Alliance française. Ça tombe bien, elle vient de quitter un poste à regret à Cannes, elle était directrice d'une petite école, elle suit son mari qui obtient le très beau poste de directeur de l'Alliance française à Hong Kong, et bien là on lui propose dans la foulée de créer une petite école. Donc tout va bien. Alors les premiers pas de cette petite école se font dans les locaux du consulat, dans la Hang Seng Bank sur Connaught Road. Alors depuis, ce bâtiment a été détruit, mais la Hang Seng Bank s'est reconstruite exactement au même endroit. C'est là où vous avez une passerelle quand vous partez de... Voilà, les escalators en fait commencent juste derrière, pas loin. Le bâtiment est un peu rond. Et donc le Hang Seng Bank, c'est là, dans les étages, que les premiers élèves se sont réunis. Alors, j'avais le petit Alain Souloumiac me racontait que déjà c'était impressionnant d'aller au consulat le matin pour aller à l'école, et les premières épreuves du BEPC, parce que lui avait l'âge de passer le BEPC, qui était la personne qui lui faisait passer son oral? Le consul lui-même. Donc il me raconte que voilà, c'était quand même très très impressionnant à l'époque. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, on est en 63, le barrage va bientôt s'achever. Certains enfants faisaient 2 heures de jeep pour aller de Lantau, c'était un chantier, les routes en terre,
2 heures de jeep pour aller jusqu'au ferry au ferry de Tsimsha-Tsui. Non, Tsimsha-Tsui. Et après, il n'y avait pas encore de route, non, c'est... Alors, ils prenaient le ferry à Muyo avant. Parce que l'Antaro était une île. Oui, donc ils prenaient le ferry à Muyo, mais ils arrivaient à Tsimsha-Tsui. Vous verrez après pourquoi. Et donc, voilà. Enfin, en gros, 2 heures de jeep, c'est ce que me racontaient les 2 témoins, ce qui était quand même un peu long et chaotique. J'ai une ancienne élève qui racontait qu'elle essayait de lire dans la jeep le matin, ce qui était parfois un peu compliqué. Alors, en 1964, donc l'année suivante, vous voyez, on va passer des déménagements en permanence. 1964, on s'installe dans l'Alliance française qui a de tout nouveaux bâtiments. Alors, les bâtiments de l'Alliance française, c'est le Shui Hing Building sur 23-25 Nathan Road. Le building existe toujours et vous pouvez très facilement le reconnaître. Il est quasiment en face de Chungking Mansion. Quand vous avez Chungking Mansion dans le dos, allez 50 mètres sur votre gauche, vous reconnaîtrez un bâtiment très facile, puisque c'est un bâtiment qui a des fenêtres comme ceci, hexagonales. Et vous reconnaissez les fenêtres hexagonales ici. J'ai mis 1 mois à retrouver ce bâtiment, parce que avant d'avoir cette photo-là, que j'ai retrouvée a posteriori, je n'avais que cette photo-là. Et je me suis dit, un bâtiment comme ça, on m'avait dit que le bâtiment était tout neuf. Et donc j'ai cherché sur Nathan Road des bâtiments, et donc j'ai fini par le repérer en marchant, en fait, celui-ci. Le bâtiment est un bâtiment classé, puisque c'est un bâtiment qui a été créé par l'architecte italien Gio Ponti, un architecte italien très célèbre, et c'est le seul bâtiment qu'il a fait à Hong Kong. Donc il était tout neuf ce bâtiment, l'Alliance française s'est installée dedans et laissait des classes à l'école française embryonnaire. Et donc en 64, eh bien, c'est là que se sont installés les élèves avec Suzanne Hulot que vous voyez ici. Ça coûtait 100 $ par mois de Hong Kong d'être scolarisé au lycée français, à peu près l'équivalent, j'ai calculé en euros constants, enfin en francs constants puis en euros, 130 € par mois plus ou moins pour scolariser votre enfant. Vous en parlerez au comité exécutif si vous récupérez des frais d'écolage de cette manière-là. Mais là, on est vraiment sur du bricolage. Hein. Alors qu'aujourd'hui, travail de pro. Donc, de 68 à 72, on a quand même 4 déménagements, c'est-à-dire un déménagement par an. Donc il faut que les élèves changent de place quasiment à chaque fois. Et là, vous avez, je crois qu'elle a été utilisée dans la communication, celle-ci c'est la première photo de classe alors c'est pas avril 67, pardon, c'est avril 64. J'ai fait une bêtise, je crois. Puisque après, ils sont partis. Et j'ai rencontré ce monsieur, François Besdeberg, et l'autre n'est pas là, je vais vous le présenter après. Donc voilà. Hop. Alors, pourquoi le lycée français est très lié au contexte géopolitique? Il y a eu des impulsions majeures qui ont fait que ce lycée français est devenu de plus en plus important. Je dis lycée français, en fait c'est surtout une école à l'époque. Le primaire est assuré par Madame Hulot, mais le lycée est encore fait, le secondaire est encore fait par le CNED, enfin le CNTE à l'époque encore. D'abord, vous avez les compagnies françaises qui se sont beaucoup développées à l'étranger après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une impulsion, alors c'est lié au plan Marshall, c'est lié à tout un tas de phénomènes politiques et économiques. La France essaye de se vendre à l'étranger dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les compagnies françaises sont plus dynamiques et Hong Kong s'ouvre à l'entrepreneuriat français. Deuxième élément, la normalisation des relations diplomatiques avec la Chine en 1964. C'est un événement majeur. La France prend ce risque et prend le risque aussi de se fâcher avec les États-Unis et avec Taïwan en déclarant des relations et en reconnaissant l'existence de la Chine, la République populaire de Chine. Et évidemment, ça va lui attirer les bonnes grâces d'un certain nombre d'entrepreneurs. C'est comme ça que la France va avoir des facilités pour aller à la foire de Canton 2 fois par an. Et comment va-t-on à la foire de Canton? Eh bien, en établissant des bureaux de représentation à Hong Kong, et 2 fois par an, vous allez à la foire de Canton acheter et vendre. Donc, évidemment, la France a joué une très bonne carte là, avec ces normalisations des relations franco-chinoises. Et puis, la dernière chose qui est très importante, c'est la répatriation des familles d'Indochine. On parle souvent pour l'Algérie des pieds noirs qui sont venus d'Algérie et qui sont revenus en France. Beaucoup de familles indo-chinoises ne sont jamais revenues en France.
vous avez l'exemple les deux exemples qui sont ici. Vous avez Simone Loupy, qui est carteronne. Oui, c'est ça, elle est carteronne. C'est-à-dire que sa mère est vietnamienne et française du Nord, enfin, vietnamienne du Nord et française, et son père était vietnamien du Sud et français également. Donc elle est, oui, c'est ça, carteronne. Et elle fuit les combats et elle arrive ici avec son mari. Ils sont jeunes mariés et ils refont leur vie à Hong Kong. Et ça, c'est très très fréquent. Les familles indochinoises, elles, c'était la 4e génération en Indochine. C'est-à-dire, autant dire que la France, elle n'en connaît rien. Elle n'y était jamais allée d'ailleurs. Avant d'arriver à Hong Kong, c'est après s'être installée à Hong Kong qu'un jour elle a passé des vacances en France. Mais vous voyez, ces gens-là, comme d'ailleurs les pieds noirs algériens, certains n'avaient jamais mis un pied en France. Seulement là, on est encore plus loin de la France. Et ces familles qui sont là depuis 2 ou 3 générations en Indochine font le choix de rester dans la région plutôt que de revenir en France, où elles n'ont finalement aucune attache. Et donc vous avez énormément de commerçants, d'entrepreneurs qui vont s'établir à Hong Kong avec leur famille et qui font le choix de mettre leurs enfants au lycée français. Et ça, c'est un élément qui compte beaucoup parce qu'on va avoir des vagues, évidemment en 1954, des vagues de Français qui viennent plutôt du Tonkin, donc de Hanoï, Haiphong, etc. Et puis, évidemment, après 1975, des gens qui étaient restés en République du Sud vietnamienne et qui fuient également au moment de la chute de Saigon après le 30 avril 1975. Voilà. Simone Loupy, elle était là pour les 50 ans. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis quelques temps, mais elle était là, bon pied, bon oeil. Elle pendant 19 ans. Elle était à la fois secrétaire, c'est elle qui sonnait la cloche et surveillait les récréations. C'est elle qui était l'infirmière, elle soignait les bobos des enfants. Elle était partout. Les enfants l'adoraient. J'ai entendu parler d'elle, mais vous ne pouvez pas savoir combien de fois on m'a dit « Est-ce que vous avez des nouvelles de Simone ?» Quand je faisais le livre, Simone Loupy était une personnalité majeure de la vie de cet établissement. Et André Chen à côté, ça aussi c'est un autre aspect des choses. André Chen vient d'une famille métisse de Chinois et de du Laos. Et son père était scientifique, il travaillait pour la France. Et évidemment, avec l'avancée des communistes, il a choisi également d'installer sa famille à Hong Kong. Et là, vous avez typiquement l'exemple de familles qui ne sont pas françaises de passeport, mais complètement françaises, et de culture, et de cœur, et professionnellement ancrées dans le système français. Et donc, André Chen arrive avec ses frères et sœurs, et lui, il a passé qu'1 an, parce qu'il avait 17 ans quand il est arrivé ici, mais sa sœur a passé une grande partie de sa scolarité, Thérèse Chen. Alors j'ai appris tout récemment, je viens de m'installer à San Francisco en mai, et Thérèse Chen a été la directrice du Deyu Museum de San Francisco jusqu'en 2016. Vous voyez encore, on n'échappe pas toujours au lien. Et alors c'est drôle parce que André Chen, c'est un monsieur que je savais qu'il existait, on m'a donné une adresse, j'ai retrouvé son numéro dans l'annuaire en France, et donc j'ai appelé, et donc j'imaginais le monsieur qui, quand je lui dis, est-ce que vous étiez élève au lycée français en 1964, 65, il dit, mais vous êtes qui? En fait, voilà, ça arrivait un peu n'importe comment, et en fait, voilà, il vivait à Paris, bien installé, c'est là qu'il a... il est toujours, il a 79, il va sur 80 maintenant, je crois. Voilà. Donc voilà, ces familles, elles sont liées en fait à un mouvement qui est plus politiquement important que la vie du lycée français lui-même. Alors ça, c'est un déménagement important, c'est Béthanie. C'est la première fois que l'école française a un bâtiment pour elle seule qu'elle ne partage plus. Avant, on partageait toujours avec l'Alliance française, et Béthanie, c'est la première fois. Alors Béthanie, c'est à Pokfulam. Ça se visite, hein, c'est très joli, il faut aller faire un petit tour là-bas. Moi je vous conseille une belle randonnée, partir vers le Mount Davis, traverser le cimetière chinois, et puis revenir sur Pokfulam par les étables de Pokfulam, le village de Pokfulam, et puis les anciennes missions étrangères de Paris. Alors évidemment, les missions étrangères de Paris, depuis 1949, je devrais peut-être commencer par là, oui, parce que ça me paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours. Les missions étrangères de Paris avaient à Hong Kong leur quartier général. Donc elles recevaient à Hong Kong des prêtres qu'elles envoyaient en mission après à travers toute la Chine. Donc en fait c'était une plateforme de distribution des missionnaires à Hong Kong. Et après 1949, vous n'envoyez plus de missionnaires en Chine, c'est fini.
Donc la raison d'être des missions étrangères de Paris à Hong Kong après 1949, c'est plus compliqué. Vous avez encore des prêtres qui viennent se reposer au sanatorium de Béthanie, les vieux prêtres qui ne veulent plus repartir. L'imprimerie de Béthanie, de Nazareth, pardon, fonctionne encore pendant quelques années, mais petit à petit, ces équipements deviennent obsolètes. Et donc le territoire, enfin le terrain, c'est un immense terrain, il va bientôt être vendu, mais en attendant d'être vendu, eh bien, il est restructuré et prêté à la communauté française pour y établir l'école. Ça tombe bien, puisque comme je vous l'ai expliqué, on a de plus en plus de familles, de plus en plus de demandes, et donc il faut pousser les murs. Je crois que c'est un des traits du lycée français sur toute son existence, c'est toujours de pousser les murs. J'ai toujours entendu ça quand j'étais ici, et je crois que ça a toujours été un moment, quelque chose d'important. Là, la figure importante de cette époque-là, c'est Yolande Arnulfi, que vous voyez ici. Alors Yolande Arnulfi, voilà. Yolande Arnulfi, c'est cette dame qui est ici. Pareil, beaucoup de charisme et une famille très importante à Hong Kong. Carlos Arnulfi, son mari, fait a une entreprise d'import-export depuis les années 30, mais il s'est surtout fait remarquer pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été un des membres les plus importants de la France libre à Hong Kong, et il est surtout, malheureusement, un des rares Français à avoir survécu au camp de prisonniers japonais. Donc, après la guerre, il est un peu auréolé d'une sorte de charisme d'être le résistant français de la communauté. Tous les autres sont morts. Il a vu des choses absolument terribles, il en a été marqué à vie et profondément. Et sa femme, évidemment, bénéficie de cette aura et elle maintient une activité extrêmement importante dans la communauté française. Elle organise beaucoup d'événements. Elle était institutrice de formation, et donc ça tombe bien. Comme la famille Hublot est partie, eh bien, elle enchaîne et devient la directrice de cette école française. Alors c'est pareil, là on a plein de souvenirs d'enfance qui remontaient à chaque fois qu'on évoquait Yolande Arnulfi. C'est plus cette image de la grand-mère qui s'occupe des enfants, qui est toujours aux petits soins et qui vraiment ne comptait pas son temps pour l'école. Ben voilà. Et, bon, on a cette ambiance à l'époque dans un magnifique bâtiment. Hein. Vous avez vu les bâtiments de Béthanie. Alors, du coup, c'est peut-être une des rares fois où les bâtiments étaient trop grands pour l'établissement. Donc voilà, vous avez une photo de classe de 74, elle est plus grand, en 73. Et un mot quand même aussi, parce que c'est sous l'impulsion de Yolande Arnulfi que pour la première fois, une école internationale à Hong Kong, pas une école locale, hein, mais une école internationale, intègre le chinois dans son curriculum. C'est une première, et ça se fait sous l'impulsion de Annie Ho Young, que je vous présente ici sur la gauche, qui vraiment a été démarchée par Yolande Arnulfi pour intégrer des cours de chinois et vraiment démarrer une politique de langue au sein de l'établissement. Ça, c'était très novateur à l'époque. Et je crois que c'est quand même toujours un élément important dans la marque de fabrique du LFI. Elle organisait aussi énormément de voyages scolaires à partir de la fin des années 80 en Chine, puisqu'elle était très très liée en fait à des universités locales. C'était une docteure en lettres chinoises, donc c'était un très très gros niveau en termes de connaissances du monde et du mandarin. Une femme admirable et un puits de silence. Alors, en 1974, le lycée déménage encore une fois, cette fois-ci dans l'hôpital militaire de Bowen Road. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font cette magnifique balade régulièrement de Bowen Road, la balade pédestre? Au moment où Bowen Road, la partie piétonne s'arrête et où la route commence, si vous regardez, donc si vous venez d'ici par exemple, dans cette direction, au moment où la route reprend pour les voitures, dans la forêt, sur le côté gauche, vous avez encore, enfin ils y étaient encore il y a 4 ans, donc je pense qu'ils sont encore présents, ces bâtiments de l'hôpital militaire de Bowen Road. Alors, quand on a proposé à l'établissement français de s'installer dans ces édifices, ils y sont allés un peu à reculons. Le bâtiment était abandonné depuis 1967. Vous voyez comment les choses se passent ici à Hong Kong avec l'humidité, la nature qui reprend ses droits. A priori, il a fallu traverser la cour de récréation que vous avez ici
à la serpe au début. Parce qu'effectivement, la nature avait repris complètement ses droits ici. Il fallait tout refaire. Pendant en fait 2 ans, ils n'ont pas pu occuper les étages qui étaient complètement insalubres, les plafonds s'effondraient, etc. Donc ils occupaient juste le rez-de-chaussée. Ils ont fait du bricolage pendant longtemps. Vous voyez, la cantine était, ça c'est le tout début, la cantine était dans les couloirs dehors, parce qu'on ne pouvait pas avoir de cantine à l'intérieur, il n'y avait pas assez de place avant d'aménager la place aux étages. Donc vraiment du bricolage, sachant qu'il n'y avait pas de climatisation, des vieux ventilateurs qui faisaient s'envoler les feuilles, alors ça c'est une anecdote qui revenait tout le temps, et des serpents dans la cour de récréation. Voilà. Beaucoup de serpents, ça c'est quelque chose qui revenait, pareil, on me l'a raconté plein de fois. Et aussi quelque chose qui revenait très souvent, une atmosphère très, très familiale. Parce que comme c'est du bricolage et que tout est à faire, les parents d'élèves mettent la main à la pâte, et en fait on a des parents d'élèves, on m'a raconté par exemple après les cours, des parents d'élèves, des profs, qui faisaient des travaux de peinture dans les classes ensemble jusqu'à très tard la nuit pour que on puisse avoir des pièces qui soient vivables pour les enfants. La cantine au début, avant que la Dairy Farm devienne le prestataire officiel, la cantine ce sont des parents d'élèves qui, à tour de rôle chaque semaine, font la cuisine et amènent des grandes gamelles à partager pour les élèves. Bricolage hein, quand même, hein, vous voyez. Et puis, des cours de sport d'une autre époque. Ça, c'est l'anniversaire du prof de sport Gastaldon, Patrick Gastaldon. Et donc là, on m'a raconté que c'était à celui qui débouchait la bouteille de champagne le plus loin. Donc, voilà. Alors, celui-ci, là, le Patrick Gastaldon, j'ai des tonnes d'anecdotes à son sujet. Je vous dire que c'était un joyeux drill quand même. Mais voilà, en fait, il y avait beaucoup de coopérants aussi. Beaucoup de profs étaient des coopérants qui venaient pendant 2 ans à la place du service militaire. Il y avait une folle ambiance. La moyenne d'âge des profs était très jeune, souvent. Certains étaient juste sortaient de leurs études. Donc il y avait une ambiance un peu bohème, particulièrement dans cette école de Bowen Road. Voilà, on m'a raconté beaucoup de choses qui m'ont laissé penser que c'était assez amusant à cette période-là. Voilà, alors là, ça n'empêche pas donc la communauté française de continuer à grandir. Vous avez, vous voyez, 100 élèves en 1975, on passe à 200 en 1980 et 480 en 1984. Vous voyez, donc là, c'est une augmentation qui est quand même assez considérable. On a besoin d'améliorer les équipements. Alors évidemment, Bowen Road a permis d'avaler cette augmentation en réaménageant les étages au fur et à mesure, donc en restaurant. Mais à un moment donné, on avait aussi besoin de structure, parce que plus ça devient gros, plus il faut administrer l'école de manière sérieuse, gérer les salaires. Les salaires, en fait, étaient gérés parfois, on récupérait les écolages dans une caisse en liquide, et on payait le prof en liquide. Vous voyez le genre. Donc, à un moment donné, il faut structurer ces choses-là. Ça marche toujours comme ça? En 1900... Ah, sinon j'ai raté quelque chose. En 1978, c'est la naissance du comité exécutif, le COMEX. On va appeler maintenant COMEX tout le temps, même si voilà, le nom a changé parfois. En 1978, les parents décident voilà, de créer vraiment une structure, au-delà de l'association de parents d'élèves qui en fait n'est qu'une boîte postale avec un trésorier. On décide vraiment de créer un comité exécutif pour donner une vision et un pilotage, parce qu'il n'y a pas de pilotage. En gros, quand on est vraiment à la gorge d'élèves, on va voir le consulat en disant ah, s'il vous plaît, donnez-nous des locaux. Mais il n'y a pas de prévision, pas de planification. Donc on a besoin de ce comité exécutif qui commence en 1978 ses travaux, et dès 1982, vous voyez, on ne perd pas de temps, un projet de relocalisation de l'établissement, un projet cette fois-ci plus ambitieux. Le projet, eh bien, c'est d'avoir un bâtiment à soi. Alors il y a 2 choses qui vont arriver, qui vont se mélanger. D'abord, l'arrivée d'un président socialiste en France, vous allez voir pourquoi ça compte, l'histoire est assez amusante derrière, et puis une promesse de départ. Alors en 1980, François Mitterrand est élu, et ça va considérablement améliorer les relations encore franco-chinoises. Là aussi, vous savez qu'il y a des ministres communistes qui font leur entrée au gouvernement. L'attaché culturel, et ça c'était très malin, même si ça a créé quelques tensions avec les banques locales françaises, mais l'attaché culturel français à Hong Kong dès 82 est un communiste.
vous laisse imaginer les conversations qu'il y a pu y avoir dans les dîners mondains. Mais effectivement, ça a été très bien vu positivement par la Chine, et ça a favorablement amélioré les relations franco-chinoises, et notamment avec Hong Kong également. En 1982, la France vend sa résidence, la résidence du consul général, une magnifique demeure qui était sur Mid-Levels. Cette demeure est vendue pour 52 millions de dollars de l'époque, dollars US. Donc ça permet de renflouer les caisses du consulat de l'ambassade de France de Washington. Ça permet de racheter les deux bâtiments, les deux étages du consulat actuel. Ça permet également d'acheter la résidence qui a changé récemment, enfin celle de Pollock Road, donc qui est d'il y a 9 ans. D'acheter la maison du consul général adjoint, d'acheter des appartements à Aberdeen, bref, de faire un parc immobilier pour la France et de donner de l'argent à l'association de parents d'élèves pour financer, pour avoir en fait un apport, pour faire des prêts et financer un projet d'achat de terrain, alors pas exactement d'achat de terrain, vous allez voir, mais de construction d'un bâtiment en propre pour le lycée. Et enfin, dernière chose qui a favorablement aidé les Français, les accords sino-britanniques de 1984. Vous savez qu'en 1984, eh bien, Margaret Thatcher signe les accords sino-britanniques qui signifient qu'au terme du bail des nouveaux territoires, donc en 1997, 1er juillet 1997, non seulement les nouveaux territoires seront rendus comme le veut le bail, mais l'ensemble de Hong Kong sera rendu. Avec l'île de Hong Kong et les territoires de Kowloon étaient en fait des cessions perpétuelles, une colonie qui n'était pas à bail. Et donc, cet accord sino-britannique a déclenché évidemment une vague de peur chez un certain nombre de Hongkongais, et ça a permis aux Français de capitaliser un peu sur cette défiance à l'égard des Anglais. Les Français là ont joué une très bonne carte, et notamment les banques françaises ont joué de très bonnes cartes en récupérant un capital sympathie. Vous voyez, tout ça c'est du contexte, hein, mais les éléments les uns après les autres permettent d'expliquer comment la France avait un levier favorable à ce moment-là. Et donc en 1984, vous avez Jacques Bouët, qui était le directeur de BNP Paribas à l'époque, et Pierre Hudlot, le fils de Suzanne Hudlot, qui est le premier véritable chef d'établissement, c'est-à-dire un chef d'établissement de métier. Donc c'était le métier véritablement en France, avec l'attaché culturel ici. Mais ces deux hommes-là, vous savez, les comités exécutifs et l'administration pédagogique, c'est souvent des affaires de relations entre ces deux personnes-là. Il y a des histoires qui ont été extrêmement houleuses et compliquées, et il y a parfois des duos qui ont fonctionné tellement bien que les projets ont avancé à toute vitesse. Et ces deux-là se sont entendus très très bien et ont fait avancer les projets de la meilleure des façons. Et donc, entre 82 et 84, nous avons le chantier de Jardines Lookout, donc des images que peut-être certains d'entre vous n'ont pas vues, hein, mais vous voyez, un énorme chantier pour construire le labyrinthe dans lequel on est. Alors ça n'a pas été un labyrinthe tout de suite, au début on a fait un bâtiment simple, et puis après on y a ajouté des extensions au fur et à mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement des élèves doivent continuer à errer depuis une trentaine d'années. Ça a été une opération très compliquée à financer. Vous avez effectivement l'apport des 20 millions de dollars de Hong Kong du consulat via la vente. Vous avez un consortium de banques françaises. En fait, toutes les banques françaises installées à l'époque se sont mises ensemble pour faire un prêt sans intérêt à l'école. Vous avez également des tycoons qui ont participé, notamment celui, ça y est, le nom va m'échapper, c'est indigne, celui qui a donné son nom à l'auditorium. Ah, vous passez devant l'auditorium et vous n'avez pas le nom de ce monsieur. Voilà. Eh bien, vous ferez attention maintenant quand vous irez à l'auditorium, vous avez le nom de ce monsieur. Très drôle parce que Jacques Bouët m'a raconté, quand il est allé voir ce tycoon, c'était un tycoon vraiment à l'ancienne, très vieux monsieur, qui habitait une maison dans les nouveaux territoires. Et il va le voir avec André Travers, qui est un consul sinophile et sinophone très élégant, très fin. C'était un type incroyable. Et on voit que le tycoon tourne autour du pot. Normalement, ils étaient censés finaliser le financement. Et le monsieur tourne autour du pot, ça va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et André Travers, très fin sinologue,
À un moment, il lui pose la question en lui demandant quel est son horoscope, comment les choses fonctionnent, etc. Et en fait, c'était pas un bon jour pour donner de l'argent. Et donc, mais il fallait pas qu'il le dise, etc. Et en fait, André Travers a déminé la situation en lui proposant en fait une date pour se revoir, pour conclure un accord. Et c'est comme ça que ce tycoon a donné l'argent pour construire l'auditorium. Mais vous voyez, on est encore à une époque où, voilà, et je pense que c'est toujours important, voilà, connaître la culture locale est aussi absolument vital. Voilà, juste pour information, ce bâtiment a eu des prix. L'architecte, dont j'ai oublié le nom également, a été primé pour la conception de ce bâtiment à flanc de colline, très difficile à concevoir. Et en fait, pendant les années qui ont suivi, l'école d'architecture de Hong Kong venait visiter régulièrement le bâtiment comme un cas d'école de choses qu'il fallait absolument faire. Donc c'est devenu quelque chose d'important. Et le bâtiment, qui est quand même assez emblématique, qu'on voit de loin, a servi aussi à des films. Notamment, j'ai pas mis d'image de film. Non, j'ai pas mis d'image de film. Mais je crois que c'est Opération... un thriller hongkongais, je pourrais vous retrouver vous avez une scène. YouTube, il y a un extrait sur YouTube. Oui, il y a des extraits sur YouTube, et en fait, dans le puits qui est à l'entrée il y a une scène de bataille au pistolet, là, ça part dans tous les sens. Et voilà, et le film a servi, l'école pardon, a servi dans plusieurs films. Il y a aussi notamment un film avec une attaque bactériologique sur Hong Kong. Il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà, ça s'appelait Covid-19. Bon, c'est pas des très bons films, mais si vous voulez vous amuser à les retrouver, c'est assez amusant. Voilà, l'école a été inaugurée vraiment avec beaucoup de pompe le 15 mars 1984, avec les dragons, les lions et tout ce que vous voulez. Oui, vous reconnaissez l'entrée, hein, les choses n'ont pas tant changé quand même. Hein. Et voilà, et ça y est, l'école française avait son propre bâtiment qu'elle pouvait gérer, qu'elle pouvait faire grandir à la mesure de son rythme. Mais il y avait une condition pour que le terrain soit cédé par le gouvernement britannique. La condition, c'est qu'il y ait une filière anglaise, pas encore internationale, elle est d'abord anglaise. Il faut une filière anglaise qui est capée au début à 20% des effectifs. C'est la condition pour que les autorités l'acceptent. Et effectivement, on rentre dans une école de système qui va fonctionner, qui fonctionne encore aujourd'hui, puisque voilà, vous en êtes les acteurs et les actrices ici aujourd'hui. En 1989, au sujet de la filière internationale, qui va devenir internationale un peu plus tard, il y a un élément important à dire, je souligne quand même les premières fois, c'est que l'école française est la première école de Hong Kong à introduire l'IB, hein, qui n'avait pas été mis en place ailleurs à Hong Kong. Et alors, c'est assez amusant, ça s'est fait au cours d'une dispute entre le proviseur et celui qui gérait la filière anglaise, enfin Sem, pardon, qui gérait Elizabeth Woodward. Le proviseur, en fait, avait beaucoup de mépris pour le système britannique, et il lui a dit que c'était pas assez bien les examens du système britannique, et il lui a dit, dans ce cas-là, alors on n'a qu'à faire l'IB. Et je vous somme de faire passer l'IB à vos élèves, et vous verrez que ça ne passera pas, etc. Et en fait, sur cette ère de défi, c'est comme ça que le proviseur français a accepté la mise en place de l'IB à Hong Kong, qui était une grande première, en fait. Voilà, et bon, les quotas ont été très très vite atteints. La réputation du lycée français a été très très vite faite auprès de la population locale, avant tout. Et non pas, ça n'a pas été international immédiatement, c'est d'abord une population locale de Hongkongais qui a mis ses enfants dans la filière anglaise ici. Alors ça a quand même chamboulé beaucoup de choses parce que mine de rien, il y a une perméabilité dans les méthodes et dans la culture, dans la pédagogie. On a souvent dit, et c'est pas faux, hein, dans la pratique des enseignants, c'est quand même deux mondes très séparés, mais mine de rien, ces choses-là, elles transpirent de l'une à l'autre, et je crois qu'au fil des années, et il y a des enseignants ici qui sont de là depuis très longtemps, il y a quand même eu, effectivement, à un moment donné, des échanges. Et alors certains enseignants ont enseigné dans les deux filières, par exemple. Ce qui a été le cas, par exemple, d'Isabelle Besançon, ici présente. Voilà. Excusez-moi. Donc ISF n'existait pas encore?
Alors je ne sais pas quand est né l'ISF. Parce qu'on disait toujours on est la première école internationale de Hong Kong. Alors, attention, l'ISF a mis en place l'IB peut-être plus tard ou est né plus tard, je ne sais pas, je ne connais pas les dates de l'ISF pour être honnête avec vous. Ouais. Ouais, plus tard. Hein. Ah oui, oui, oh là là, on est loin de... Ouais, ok. Je rajoute à cette filière anglaise aussi la présence d'un réseau francophone. Pendant longtemps, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, je sais que c'est plus le cas avec le Canada, mais le gouvernement canadien finançait un équivalent temps plein de profs, et la Suisse, le gouvernement suisse finançait également un équivalent temps plein de profs, et a même à certains moments financé des équipements. Je ne sais pas si la Suisse a encore un accord avec le lycée français, oui toujours, mais plus le Canada. Plus le Canada. Donc vous voyez, il y a quand même aussi ce réseau francophone que je dois mentionner. Alors, parmi les choses que les techniques qui ont été importées par la filière anglaise très rapidement, il y a, je pense, à souligner une culture du sport, beaucoup plus de sport, qui a été importée par la filière anglaise, et puis beaucoup plus de voyages, beaucoup plus de sorties, beaucoup plus d'activités extracurriculaires. Ça, c'est très très net. Dès que le lycée devient à deux têtes, entre guillemets, ça se développe assez considérablement. Alors, j'avance un peu avec des choses qui vont être un peu plus pimentées. Vous avez des tensions plus fortes qui vont aussi arriver. Plus l'école grossit, plus vous avez d'administration, plus vous avez d'enfants, de parents, plus effectivement les tensions peuvent exister. D'abord, souvent en lien avec l'augmentation des frais d'écolage. Les parents français, notamment, sont très réticents à payer des frais d'écolage pour un service qui est théoriquement gratuit en France. Donc ça a toujours été des querelles, j'ai trouvé plein de lettres sur le sujet, c'est toujours la même chose. Pareil, la séparation entre l'administration et l'enseignement, l'indépendance de la pédagogie par rapport à la gestion de l'école. Ça a toujours été un sujet de débat, parfois très houleux. Et en 1987, vous avez ce que le proviseur de l'époque a qualifié de coup d'État. Vous avez en fait des parents qui font démissionner le board, qui provoquent des élections, et l'idée en fait était de mettre au-dessus du proviseur un manager qui n'était pas enseignant, mais qui était quelqu'un qui était supposé gérer la pédagogie, les ressources humaines enseignantes, etc. etc. Et donc c'est remonté à Paris, ça a fait un scandale, le consul s'en est mêlé. Oui, c'est pas très loin de choses que vous avez pu connaître à d'autres moments de la vie du LFI plus récemment. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est aussi des enjeux et des tensions qui parfois peuvent se régler entre gens de bonne intelligence, parce que, je vous ai dit, certains duos COMEX-proviseurs ont bien fonctionné, et parfois, eh bien, ce sont des conflits de personnes terribles. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en 87, sachant qu'en fait, le gros problème, c'est qu'à cette époque-là, le comité exécutif change très souvent. On a encore des parents qui sont là sous contrat d'expatriés, qui viennent pour 3 ans, qui circulent très vite, et chacun vient avec son idée, avec la volonté aussi de révolutionner en 3 ans de mandat ce qu'il va pouvoir faire. Et donc on a une continuité qui est difficile à obtenir au sein du COMEX à cette période-là. Ce qui irrite les enseignants, ce qui irrite les parents qui sont là de longue date, et crée des fortes tensions. Donc le COMEX à cette époque-là a vraiment traversé une crise. Et vous savez que le lycée français de Hong Kong n'est pas pour rien dans la création de l'AEFE en France en 1990. En fait, le lycée français de Hong Kong n'est pas le seul à traverser cette crise. C'est arrivé dans d'autres établissements français à l'étranger, mais notamment celui de Hong Kong fait partie de ceux dont les cas sont remontés à Paris et il fallait prendre une décision. Et donc une administration de tutelle est créée en 1990, c'est l'AEFE qui supervise, qui est un peu à cheval entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation nationale, voilà, qui existe donc toujours avec la multiplicité des contrats que vous connaissez probablement, puisqu'on est passé de l'un à l'autre tout récemment. Alors, sur le terrain, ça n'enlève rien à la qualité et au succès de l'établissement. Il y a les querelles dans l'administration, et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, vous voyez, il y a cette lettre du directeur de l'époque qui dit voilà, les enseignants dont la conscience professionnelle et les compétences n'ont jamais été remises en cause, les élèves peu perméables à l'agitation des adultes. Voilà, les choses continuent pendant ce temps-là pour le lycée français, et 1989, c'est 900 élèves, 1994, on franchit la barre des 1000, et
dès 1990, l'école française de Hong Kong est la plus grande d'Asie. Voilà. Donc ça, vous voyez, on commence à battre des records, à être un peu plus important dans la région, et c'est de plus en plus important. On crée des extensions à Jardins de Gaout, donc c'est là, à ce moment-là, que Jardins devient le labyrinthe qu'on connaît aujourd'hui, avec la fameuse chambre secrète qui est scellée derrière, là, en dessous, qui était le repère pour les fumeurs du lycée, mais maintenant elle est fermée, donc c'est fini. Le premier yearbook en 1986-87, je vous le montre quand même, c'est vraiment le tout premier yearbook. Et puis voilà des aventures, là je passe rapidement, mais on commence déjà à arriver dans une période plus récente, mais oula, j'ai fait une petite faute là, mais Les Anges Gardiens, pardon, le film avec Clavier et Depardieu a été filmé avec des acteurs qui étaient en fait des élèves du lycée français. Le gouverneur Chris Patten, à peine arrivé, fait sa tournée à Hong Kong, il passe au lycée français, donc il est passé plusieurs fois en fait, mais ça c'est sa première visite en 92. Vous voyez le témoin de l'histoire, le lycée français évolue. Bon. Les images qui viennent après, c'est dommage parce que vous allez, là vous auriez pu voir une image d'Isabelle Besançon en 1995. C'est pour ça que ça a changé. Ça va revenir. Voilà. Donc voilà, le lycée français s'internationalise à cette époque. C'est le message que je veux aussi passer, c'est-à-dire qu'on a effectivement toujours autant de Français, beaucoup de Français, mais on a également de plus en plus de nationalités qui viennent. Je vais vous raconter après pourquoi. Et puis, le lycée rentre dans un réseau, le réseau des lycées français d'Asie. Il y a notamment un événement très fédérateur qui sont les Jeux d'Asie, qui ont lieu tous les ans. En 92, c'était à Singapour, 93, c'était Hong Kong. Ça existe toujours les Jeux d'Asie ou pas? Ah, voilà. Et ça a été un événement qui mettait en relation tous les élèves. Et vous savez que les élèves à cette époque-là bougeaient beaucoup d'un lycée à l'autre. Les parents sont mutés à Singapour, à Tokyo, à Hong Kong. Et ça donnait des rencontres qui étaient assez formidables entre les élèves. Donc là, vous allez voir une image de la délégation hongkongaise à Singapour avec le logo du lycée français en 92. Vous avez une photo de la salle des profs en 94. Vous pourrez voir notamment, si vous reconnaissez bien, Olivier Gazot aussi, qui vient tout juste d'arriver. Après, je crois qu'il y a Pascal Lu aussi, peut-être. Ah. Mais je crois que c'est les 3 seuls à être présents désormais ici. Excusez-moi, depuis quand le nom Victor Ségalen a été introduit? On y arrive. On y arrive. Oui, tout à l'heure, ça c'était l'accueil des élèves en Chine. En Chine, oui, tout à fait. Oui. Et effectivement, en fait, je peux commencer à répondre à cette question-là. Le nom de Victor Ségalen a été choisi en 1994. Patrick Lebindre, voilà, Raymond Ecardy, René Ecardy, voilà, plein de figures qui sont restées très 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 longtemps pour certains. Et puis, une pause de lycéen en 1990, avec la clope dans le lycée. Alors, juste pour l'anecdote, ça un jour, c'est un dossier, je l'aime beaucoup, cette jeune femme, parce que c'est quelqu'un de très important aujourd'hui en France. Il s'agit de Claire Nouvian. Claire Nouvian, c'est la présidente fondatrice de l'association Bloom, qui est une association extrêmement dynamique en France. C'est un lobbying contre la surpêche et pour la protection des océans. Eh bien, la famille Nouvian était ici dans les années 90 et Claire Nouvian a fait son lycée ici. Et sa sœur vit toujours d'ailleurs à Hong Kong. Voilà. Donc voilà, si vous voulez récupérer ces photos-là, voilà. Alors, on arrive à Victor Ségalen. Bien sûr, évidemment, il fallait que j'en parle. Moi, c'est quelque chose qui m'est cher. Alors, après, il y a un débat dont on pourra parler, que je laisserai, je vais ouvrir des portes et puis je vous laisse régler ces choses d'entre vous après. Mais effectivement, Victor Ségalen disparaît. Je trouve que c'est une figure importante, pour ça je vais en dire 2 mots rapidement. Victor Ségalen, on baptise les lycées, c'est symbolique, les lycées français ont cette tradition d'être baptisés. Alors, André Malraux était le premier choix, pas le plus pertinent quand on considère le pillage des temples d'Angkor, par exemple, de sa part. C'est quand même pas une belle manière d'honorer l'Asie. Par contre, Victor Ségalen, c'est quand même assez intéressant. C'est dur à lire, Victor Ségalen, hein, on va pas se mentir, c'est quand même une lecture un peu compliquée. Mais c'est un docteur, c'est un ethnographe, c'est un archéologue, c'est un écrivain, et il se définit comme un exote. Et l'exote, c'est un terme qui, moi, me paraît intéressant parce qu'aujourd'hui,
on parlerait de la part des enfants des third culture kids. Ne pas être complètement d'une nationalité, en adopter une qui n'est pas la nôtre et être en fait entre deux. Être un Français citoyen du monde. Et c'est le premier, Victor Segalen, à avoir un regard sur la Chine qui n'est pas un regard colonial, en disant la Chine est un grand empire, la Chine est une grande culture, et il faut prendre les Chinois pour une grande civilisation et arrêter de les rabaisser. Ce qui est un discours complètement neuf à la toute fin du 19e et au début du 20e siècle. Je crois que c'est un personnage qui aujourd'hui gagnerait à être davantage connu et mis en valeur pour ce qu'il a représenté d'un point de vue en avance sur son époque, en fait. Voilà. Donc, j'aime bien toujours parler de Victor Segalen. Après, voilà, les politiques sont ce qu'elles sont. Moi, je ne juge pas, je suis l'historien qui transmet. À partir de 1994, voilà, l'établissement portait ce nom. Maintenant, voilà. Et on a vu son nom tout à l'heure sur le slide d'introduction du mandarin, c'était avant, non? Alors, C'est pas seulement au moment de l'introduction, après. Oui, ça c'était quand Annie Oyen faisait des voyages scolaires en Chine. Donc on doit être dans les années 80, fin des années 90, là. Ouais. Oui, parce que c'était les voyages dans lesquels René Icardi était, donc c'était fin des années 90. Et effectivement, bon voilà, on identifiait l'établissement par Victor Segalen. Exactement. Bon, j'avance un peu parce qu'il faut quand même qu'on arrive à la fin de l'histoire, comme on dit dans les pays communistes. Blue Pool Road, A New Adventure. Alors, Blue Pool Road, en face, là-bas, ça n'a pas été une mince affaire non plus. Hein. Vous reconnaissez le chantier, et puis le bâtiment, quand il était tout neuf, avec encore plein d'ajouts qui restent à faire, hein, vous voyez, lui aussi s'est métamorphosé, il a été bricolé dans tous les sens. Ça, c'est clairement pour faire face à une croissance énorme du nombre d'élèves. Là, vraiment, dans ces années-là, on avance très très vite. On a mis du temps à atteindre les 1000 élèves, mais alors après, pour passer de 1000 à 1500, ça va beaucoup plus vite. En attendant la construction de Blue Pool Road, on est encore sur beaucoup des familles d'expatriés. Les familles d'expatriés tournent autour du sud de l'île, autour de Stanley, et donc l'école primaire temporaire qui est choisie, c'est à Stanley Fort, parce qu'encore on a une concentration de familles qui vivent sur l'île, et notamment sur le sud de l'île. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi à l'époque Blue Pool Road, parce que c'est à proximité de logement de ces familles. Vous allez voir que les choses ont changé, évidemment. Donc, en 1994, on crée un comité LFI 2000, parce qu'on pensait qu'on n'arriverait pas à lancer cette construction avant l'année 2000. Et les choses vont aller beaucoup plus vite que prévu, finalement, parce que la première pierre est posée le 1er juillet 1997, le jour de la rétrocession. C'est-à-dire que le président du Sénat, René Monory, était présent pour assister aux cérémonies de la rétrocession, et il en a profité pour poser la première pierre de l'établissement en même temps. C'était un jour de pluie, c'était un jour compliqué. Hein, mais voilà, et donc c'est amusant de voir comment le bâtiment de Blue Pool Road est lui-même ancré dans l'histoire à bien des égards. Alors là, j'ai mis des photos parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais de tous les personnels qui gravitent autour des enseignants et des élèves. Mais vous avez des gens qui ont travaillé aux équipements techniques, aux cuisines. Vous voyez, vous reconnaissez Alice O. Et pour ceux qui l'ont connu, Jean-Pierre Trabichet, qui a quand même eu la particularité d'être le chef cuisinier pendant pas mal d'années, avant de devenir le responsable technique de l'établissement. Enfin, voilà, il a eu lui aussi plusieurs vies. Et puis un petit mot également, rapidement, là je zappe, hein, mais en 2003, fermeture de l'établissement pour cause de SRAS. Un mois d'abord, puis 2, puis 3. Hein, vous savez, vous avez vécu vaguement ces choses-là bien récemment. Voilà, le lycée a traversé les étapes de la vie de Hong Kong et les tourments de Hong Kong. Hein, et le SRAS en a fait partie. Et ce sur quoi je veux vraiment insister maintenant, et on va bientôt terminer sur ces choses-là, c'est le changement de sociologie dans la communauté française de Hong Kong. C'est-à-dire que petit à petit, on voit à partir des années 2000 et 2010, eh bien, une grande évolution dans la communauté française qui grossit à toute vitesse. On atteint les 2000 élèves assez rapidement. Et on voit que les expatriés sont de moins en moins nombreux. On passe à des contrats locaux de plus en plus. On voit qu'on a des contrats d'expatriés de purs français, entre guillemets, des familles françaises, et on a de plus en plus de couples mixtes. On a des gens qui habitaient massivement sur Stanley, qui déménagent de plus en plus vers les nouveaux territoires.
et vous avez des séjours qui sont plus courts et qui passent à des séjours beaucoup plus longs. Tout ça, en fait, rebat les cartes, évidemment, de la présence française à Hong Kong, change beaucoup de choses, et je crois que tout cela n'est pas complètement étranger au fait qu'un des derniers établissements créés dans le cadre du giron du lycée français se trouve aujourd'hui à Tseung Kwan O. C'est à la fois une manière, je trouve, d'anticiper un mouvement qui s'est accéléré ces dernières années, mais aussi de répondre à une demande qui existait déjà avant l'ouverture du bahut. Alors, j'ai mis des images aussi pour vous rappeler, je ne veux pas faire œuvre de propagande, mais le lycée français, quand même, a été extrêmement dynamique. Et quand je parlais de comédie, je vais employer le terme vibrant, je ne sais pas par quoi on peut dire en français, c'est... j'aime bien le terme vibrant, ça me plaît bien en anglais, mais il y a vraiment une sorte de volonté de faire des choses ensemble et de construire des projets. Moi, les 10 ans que j'ai passés ici ont été absolument formidables, et on a pu, avec plein de camarades, réaliser des dizaines de projets, et vous en voyez certains qui ont pu être ici. Par exemple, l'association Les Enfants du Nissia a été très longtemps une cause très chère au lycée français, des cours de kung-fu sur la terrasse, ça c'était super. Patrick Lebindre, alors je sais pas, il y a toujours un orchestre harmonique au sein de l'établissement, peut-être, voilà une rescapée de la Shoah qui intervenait devant les élèves qui vivaient à Hong Kong et qui passait tous les ans. Vous voyez, c'est devenu un établissement dynamique, reconnu, et donc qui en fait catalyse un certain nombre d'activités, évidemment qui sont une offre absolument incroyable pour les élèves qui vivent ici. Et pour l'image de la France, c'est de la diplomatie informelle. C'est un soft power pour la France. Et c'est à nouveau bloqué. Et c'est... If you can help me. Ah non, ça vient. Et donc voilà, justement, l'établissement a beaucoup bougé, et donc vous reconnaissez évidemment, ça c'est un très très beau projet que Isabelle a mené avec JR, lorsque toute la façade de Jardins a été recouverte de photos des élèves et de parents, de profs. Magnifique projet que Isabelle avait mené. Ça, c'est l'établissement de Shangwan. Là, vous le reconnaissez, Shangwan, et puis il faut quand même que je m'ancre dans l'actualité avec ce très très beau bâtiment de Tseung Kwan O. Voilà. Et c'est ce qui est très fort, en fait, c'est que, là je termine sur une touche peut-être aussi un peu personnelle, mais ce qu'on a pu vivre en tant que les parents, les enfants et les enseignants du lycée français, c'est la possibilité de faire des choses à Hong Kong et autour de Hong Kong. Là, vous avez les fameux défilés de mode qu'on revoit encore aujourd'hui. Je ne savais pas qu'Isabelle serait là, je vous le promets. Hein. Mais c'est vrai que c'est visuel. Hein, non, mais c'est très visuel. Donc, il y a plein de choses. Et puis, c'est, voilà, par exemple, ces voyages au Cambodge qu'on a pu faire avec des rescapés du camp S21, avec des témoignages absolument incroyables qu'on a pu partager avec les élèves. Et ça, c'est des expériences qui gardent toute leur vie. C'est des choses incroyables qui ont pu être faites avec les élèves. Et ça a été possible grâce à ce qu'on faisait autour du LFI. Et ça, c'est un ensemble. C'est les parents, c'est les élèves, et c'est les enseignants, c'est l'administration. Et donc, je ne saurais terminer, évidemment, sans un regard vers l'avenir, sans parler, évidemment, de développement durable, et sans parler de tous les projets qui aujourd'hui habitent le lycée français. Ça, c'était les camps de développement durable qu'on faisait sur l'île de Lantau pour tous les élèves de 5e et 4e. C'est la génération... Oui, oui, c'est la génération d'Elsa, effectivement. Et donc, voilà, c'est... quoi de mieux, en fait, pour fêter un anniversaire que de se tourner vers l'avenir et que de penser, évidemment, au développement durable et à l'avenir de ses enfants. Voilà, je vous remercie.